Bonjour, ravi de vous accueillir dans un nouveau Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une cuisinière, une chef cuisinière et animatrice télé italienne qui nous régale les papilles et les yeux de ses créations. Vous avez peut-être deviné qui c'était, il s'agit de Luana Belmondo, que j'ai le plaisir d'accueillir ici, dans Lumière intérieure sur KTO, c'est la première fois. Oui, bonjour, c'est la première fois, absolument. Ouais. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Moi aussi. À l'occasion de la parution de votre dernier livre, qui est le 5e. Qui est le 5e. Si je ne m'abuse, qui s'appelle Ma cuisine simple et bon marché, aux éditions du Cherche Midi. Alors c'est un livre qui tombe à point nommé en ces temps de forte inflation. Absolument, il a été conçu justement, je l'ai pensé au moment du Covid, et vraiment intégré, considéré dans ma tête après le Covid. J'ai vu que la façon de consommer avait changé pour cette inflation que vous dites, que j'ai beaucoup regardé les caddies des personnes, où tous les modes d'achat, le superflu, ne faisaient plus partie de leur quotidien. Et aussi, voilà, pendant le Covid, parce qu'on était un peu restreint dans les achats qu'on pouvait faire. Et ce livre, en fait, il est fait des chapitres avec des légumes, des viandes, des produits de base. Il y a une douzaine d'aliments de base que vous conseillez. Qui sont en fait, qui font partie de notre quotidien, comme le pain. De terre, le pain, la carotte, le pain, tomates. les herbes, les légumineuses, les conserves. Donc, tous ces ingrédients qu'on a l'habitude de voir, mais pas forcément de se dire, au lieu d'être seulement un condiment, est-ce que ça peut faire partie d'un plat? Et donc, j'ai essayé en fait de leur donner une voix et une vie dans ce livre. Et vous proposez une soixantaine de recettes avec ces aliments. C'est des recettes justement que vous avez cuisinées lors du confinement. Ce sont des recettes habituelles. On lit que ce sont des recettes de votre enfance aussi. Il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de souvenirs de ce que j'ai mangé ou ce que ma maman préparait. Et il y a aussi un peu une évolution quelque part. Je dis toujours que il y a par exemple une tarte tatin aux carottes. Cela fait 34 ans maintenant que je vis en France. Et donc il y a ces deux cultures qui sont à moi, ces deux cultures gastronomiques en tout cas. Et donc il y a un mélange des deux. Donc une cuisine en fait familiale, un peu d'héritage, et une cuisine aussi actuelle que j'ai fait au quotidien. Quelle est votre recette préférée? Quelle est votre Madeleine de Proust dans cette recette? Alors, je suis très fière d'avoir réussi, on revient à la carotte, un gâteau qui s'appelle la torta Camilla. Et ce gâteau, en fait, c'était le gâteau industriel, parce que j'ai mangé ça pendant toute mon enfance. Comme je suis née en 71, et dans les années 80, on glissait dans le sac à dos de tous les enfants qui allaient à l'école pour leur goûter justement dans la cour. Et en fait, en pensant à ce gâteau qui m'est bien sûr industriel, je dis encore, dont j'avais des souvenirs, il n'avait aucun goût de carotte, elle était juste orange. En faisant ces livres, je l'ai beaucoup conçu aussi en Italie. J'habite l'immeuble où je suis née. Et à ce moment-là, je rencontre une femme chez qui j'allais souvent parce qu'elle cuisinait beaucoup. Et je lui dis, la torta Camilla, j'arrive pas, il n'y a pas de recette. Elle me dit, si, moi je l'ai. Je la faisais maison. Et je suis très fière de cette recette dans le sens qu'elle est délicieuse. Elle est beaucoup plus bonne de celle que j'ai mangée. J'imagine. Et je suis très contente en fait d'avoir retrouvé cet héritage quelque part un peu unique. Donc cette dame vous a transmis la recette en fait? Complètement. Ça arrive souvent ça? Parce que les recettes, c'est comme Alors, des potions là, magiques, on ne les dévoile pas. Là, c'était un hasard. Ça arrive souvent quand on reste dans le clos familial, qu'il y a des recettes de famille, des transmissions de la grand-mère, de la mère qui sont données. Mais comme ça, en attendant l'ascenseur et en parlant
qu'est-ce que tu veux faire? Je suis en train de faire mon livre et je cherche Incroyable. ça. Et elle me dit, monte chez moi. Moi, je la faisais à l'époque. Et sortir son cahier, ça, c'est une pépite, on va C'est dire. une pépite, c'est un vrai don. C'est vrai que la cuisine, c'est de la générosité, c'est du partage. Ce sont des valeurs qui vous sont chères. La cuisine, pour moi, unit. C'est quelque chose qui sert aussi à, bien sûr, on partage, bien sûr, il y a de la générosité, mais surtout, c'est un moment de détente. Je ne parle pas cuisiner parce que je comprends certaines personnes ont un peu de stress en cuisinant, mais le moment où on s'assoit à table, là, c'est un moment génial parce que nous, on a donné le sourire et le plaisir des autres nous remplit. Et c'est le moment en fait où les personnes se les délivrent le plus. Si vous pensez, c'est autour d'une table où on discute des choses un peu plus intimes qui peut-être avec un rendez-vous ou avec une tasse de thé, on a plus de mal à parler. Et en fait, la nourriture, pour moi, c'est quelque chose qui peut libérer les personnes, les rendre eux-mêmes. Intéressant comme lecture. On parlait tout à l'heure de transmission. Il y a des recettes qui sont transmises dans la famille. Laquelle en particulier? Après, je vais Oh, rebondir. il y en a plein. Il y a par exemple les spaghettis, persil, anchois. Ah oui, spaghetti au ail. persil, oui. Oui, c'est hyper simple Ça, en fait. C'est la recette que moi je me fais. Je trouvais ça fait partie des recettes un peu de confort. On rentre à la maison, on est fatigué d'une journée de travail, on n'a pas beaucoup de choses. On a une boîte de sardines ou autre chose. Parce que moi, je laisse toujours l'ouverture à mes lecteurs de pouvoir échanger les ingrédients aussi avec ce qu'ils ont chez eux. Donc là, c'est des sardines, ça peut être des anchois, ça peut être du thon. Et je sais Ce qu'on a dans le réfrigérateur. Voilà, et ça, c'était un peu la cuisine qui se faisait à l'époque, en tout cas dans ma famille. Dans votre famille. Donc on revient sur la transmission. Transmission aussi avec votre fils aîné est cuisinier. Oui, Ça, Alessandro, vous l'avez... Comment ça s'est passé cette initiation? Ou c'est à force justement de voir sa maman cuisiner, régaler tout le monde Encore une fois, ça s'est passé un peu comme moi. En fait, on ne se pose pas la question si on va faire de la cuisine ou si on va en faire un métier. En fait, on suit une passion ou quelque chose qui nous plaît. Et moi, je me rappelle d'avoir toujours été en cuisine à côté de ma maman. J'ai une sœur, elle n'a jamais fait. J'ai 3 fils. Et justement, c'est l'aîné qui a suivi votre voie. Je me rappelle même de dire... Oh, et c'est celui qui était tout le temps là, en fait. Tout le temps. Hein, ce qui n'était pas le cas des 2 autres, peut-être. Oh non. Voilà, donc c'est l'aîné qui juste était... au moment à table. Mais avant à table, lui, il était tout le temps là. Et quand je n'étais pas là, j'arrivais dans ma maison et ma cuisine était explosée. J'ai dit, t'as fait quoi? Ça. Mais il était petit. Ah, il essayait plein de recettes. Et voilà, je pense en fait, c'est une passion à la base dans soi. Et qu'après, voilà, en voyant des gestes, en voulant la développer, c'est un peu comme tout. Si on aime quelque chose, on y prête beaucoup d'attention et on en fait quelque chose. Autrement, c'est des choses qu'on fait partie de notre vie, mais qu'ils passent aussi vite qu'on les a vues. Passion innée qui lui vient de sa maman. C'est celui qui vous ressemble le plus? C'est plutôt le deuxième, celui qui est comédien. Victor. Voilà, Victor, c'est quelqu'un d'un peu sanguin comme moi, qui dit ce qu'il pense, qui aime la vie, qui croque. Enfin, c'est pas parce que les autres l'aiment pas, mais bon, il est très direct. Il a un côté trop italien. Est-ce qu'ils parlent tous italien? Oui. Alors, vous êtes l'épouse de Paul Belmondo. Ouais. Il parle italien aussi? Oui. Tout le monde parle italien dans la famille? J'ai mis tout le monde à l'italien. Parce que Paul Belmondo, même si les origines sont italiennes Absolument. aussi, c'est pas pour rien que vous êtes peut-être rencontrés. On ne sait jamais. Il parlait pas italien spécialement, Paul, au départ? Non. Je parlais pas français, il parlait pas italien. Les gestes. Les gestes au départ? Les Italiens
Oui. On arrive à se faire comprendre avec les gestes et peut-être son ADN italien a compris parler un peu en anglais. Mais tout a été très vite. On s'est mariés 6 mois après, tous les deux. Donc moi, j'avais que 19 ans à notre mariage. Et je l'avais connu 6 mois avant. Quelle belle histoire, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Donc, oui, je vous ai un peu interrompu. Donc l'italien, vous avez mis tout le monde à l'italien, à la cuisine italienne. Et vous venez de me dire que vous vous sentez le plus proche finalement de votre deuxième fils et non pas spécial. Enfin, alors, comme caractère, voilà, vous on en me était là. demandiez, comme caractère, je pense que Victor me ressemble le plus. Comme affinité, forcément, l'aîné, oui, il y a la cuisine qui nous lie énormément. Donc, on échange beaucoup sur ce monde que nous aimions tous les deux et les autres pas vraiment. Et le dernier, Giacomo, physiquement, il est très italien, mais il a plus une personnalité qui ressemble à son papa. Donc coureur automobile. Ancien. Ancien coureur automobile À son qui âge, fonce. Ouais, Il est ancien. étudiant toujours, Oui. le troisième. Pour revenir à votre livre, est-ce que vous sentez justement, après le confinement, et compte tenu de la situation dans laquelle nous vivons, d'inflation, de prix de plus en plus élevés, est-ce que vous-même, vous avez senti que votre cuisine changeait, vos achats changeaient, vous avez modifié vos recettes? Ma cuisine, pas forcément. La cuisine, oui, elle change avec les achats, mais j'ai une conscience aujourd'hui des produits. J'ai eu la chance de tourner aussi entre-temps des reportages. Et ces reportages m'ont fait apprendre que derrière un produit, alors parfois il est un peu plus cher qu'un produit qu'on consomme de façon voilà, un peu plus industrielle. Mais derrière, il y a un vrai travail, un vrai travail d'un homme, des hommes sur la terre, un vrai amour pour ce qu'ils font. Dernièrement, j'étais filmé des personnes qui font des amandes. Alors les amandes, hein, on les a dans un pot et souvent à l'apéro où on prend une poignée, le petit creux des 5 heures et hop, 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 on les avale, on les mâche et voilà. J'étais sur le terrain, c'est un travail énorme, physique, parce que l'amande, c'est quelque chose qu'on doit le faire physiquement. Et surtout, ces hommes-là ont un amour pour leur travail qui n'est souvent pas très bien rémunéré. Mais on rencontre ça, là je vous parle d'une expérience personnelle que je viens de vivre. Là, c'est un documentaire que vous Oui, pour réalisez. Canal+. Alors, expliquez-nous, il s'appelle comment? Alors, on n'a pas fixé vraiment le prénom, c'est un peu l'Italie gourmande et secrète des Belmondo, parce que j'ai fait ce voyage avec mon fils, Alessandro. Avec votre fils aîné, justement. Voilà, où je voulais lui montrer et partager avec lui. La terre de ses ancêtres. Aussi. Donc retourner sur des pas de son papa, son grand-père, les miens, et lui faire surtout découvrir des produits qui, voilà, ils ont un sens, mais plus que des produits, ces producteurs. Là, tout de suite, en dehors des amandes, il me vient un pêcheur, et on est parti à 5 heures du matin, même pas plus tôt que ça, sur un tout petit bateau. Et à la fin, on n'a rien pêché. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire aussi que les mers sont vidées par la surconsommation. On ne respecte pas les poissons, la saisonnalité, donc on les pêche beaucoup trop tôt, donc ils ne peuvent pas se reproduire. Et il a eu 3 calamars et à un moment, il a craqué et il a commencé à pleurer. Et donc, c'était vraiment en dehors des produits, c'était des témoignages des personnes qui font aussi ce qu'on mange. Et ça, je voulais, comme mon fils fait partie de cette nouvelle génération de chefs, je voulais qu'il soit conscient que ce qu'il va travailler doit avoir une valeur déjà humaine et morale avant qu'un prix. Et j'espère
En tout cas, on a fait que des belles rencontres, très émouvantes. Et donc, j'espère qu'il a su, en tout cas, précieusement apprendre ce message. Moi, je vais vous partager une autre expérience ici que vous ne connaissez pas, parce que je crois que vous n'avez pas encore vu l'émission. C'est le moment où je m'éclipse, où je disparais. Je vais vous laisser seul. D'accord. Et je vais vous proposer 4 mots. D'accord. À vous de les éclairer, de les commenter, de les raconter. D'accord. Donc, je les entends où? Vous allez les entendre et vous allez les voir. À ma place, il va y avoir un écran avec les mots en question. Ah, d'accord. Vous inquiétez pas. Et vous m'entendrez. D'accord. OK? À tout à l'heure, Luana. À tout à l'heure. Luana, Belmondo. Luana comme la lune, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est vraiment la lune, hein, parce que en italien, lune, c'est luna. Luna. Donc, je ne sais même pas d'où ça vient, ce prénom. Alors, j'ai regardé un petit peu. Ah, Pour certains, ça pourrait venir d'Hawaï. Et c'est une personnalité exaltée, joyeuse. Enfin, il n'y a que des mots positifs derrière ce prénom, ce joli prénom que vous portez. C'est en tout cas ce que j'ai lu. bah, tant mieux. Allez, comme on parle de mots, voici le premier que je vous propose. Ok. Et c'est un mot qui va peut-être résonner. C'est le mot discrimination. Discrimination. Oui. Ça Je vous l'ai subi. Je l'ai, subi et vécu. Alors, quand j'étais très jeune, il faut savoir que moi, je suis née d'une maman qui porte une prothèse à la jambe et d'un papa âgé. Donc, il avait 60 ans quand il m'a eu. Et j'ai vécu un peu le côté des enfants. Je ne comprenais pas à l'époque pourquoi je n'étais jamais invitée à des anniversaires ou à aller faire les devoirs chez les autres ou des promenades. J'étais un peu mise à l'écart. Alors, vous avez dit que mon mot représente quelque chose de joyeux. Moi, j'ai toujours été une fille assez joyeuse, je le suis encore, et très ouverte envers les autres. Et c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Et puis un jour, il y avait un anniversaire d'une des filles que j'aimais beaucoup. J'étais dans une école catholique qui est des seules filles. Et je me suis sentie le courage. Je crois que je devais avoir entre 8 et 10 ans, d'aller la voir et lui dire, elle avait invité la classe sauf moi. Et j'ai eu le courage de lui dire, pourquoi tu ne m'as pas invitée? Et là, elle m'a répondu, parce que tu es la fille d'une femme qui a une jambe en bois et ton père, c'est un grand-père. Et je me rappelle ce que j'ai répondu. J'ai dit, c'est des mensonges. Mon papa est mon papa que j'aime, hein, et ma mère n'a pas une jambe en bois. Après, je suis rentrée à la maison et comme j'ai grandi, vous savez, quand on grandit avec un handicap, quand une personne âgée, on ne voit pas forcément l'enfant qui est aimé, ne voit pas forcément ces choses-là. Et puis, c'était des années où tout ça était un peu occulté aussi. On s'est montré moins, en tout cas dans ma famille. Et donc, je n'avais jamais été confrontée à ça. Et aujourd'hui, j'ai pas aimé cette fille pendant des longues années. Il y a de quoi? Vous aviez quel âge à l'époque? Ça a de quoi 8 traumatiser? 10 ans. Entre 8 et 10 ans? Oui. Et les enfants sont cruels, ouais. Oui, ou leurs familles sont cruelles, ou ce qu'ils entendent est cruel. En tout cas, c'est sorti, ça m'avait énormément blessée. Mais bon, moi je dis toujours que je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des actes pareils. Et ce qui est très très drôle, c'est que cette même fille, une fois que j'étais une adulte et puis entre guillemets connue,
Et elle m'a écrit sur les réseaux en me disant qu'elle voulait tellement me voir. Alors, ça n'a pas été une vengeance de ma part de ne pas la voir, mais j'ai aucune raison de voir quelqu'un qui m'a fait tant de mal. Qui a fait beaucoup de mal, oui, c'était un moment difficile parce que j'arrivais pas à comprendre et surtout je me disais que j'y étais pour rien, moi. Moi, j'étais juste la fille de ce qu'elle appelait une mère avec une jambe en bois et un vieux père. Mais moi, je n'avais rien fait de mal. J'étais juste le produit d'un amour. Et donc, la discrimination, je l'ai vécue la première fois comme ça. Et ces parents un peu atypiques, entre guillemets, que vous aviez, oui. Vous en aviez honte de temps en temps? Oui, à l'adolescence, ma mère, elle s'est cachée, je vous dis toujours, je suis née en 1971, où l'handicap n'est plus vu comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bien heureusement, il est intégré dans nos sociétés et c'est pas un assassin, quelqu'un qui est handicapé, bien au contraire. Et en plus, c'est des personnes vraiment normales, qui vivent normalement et qui leur est malheureusement tombé sur la tête un malheur malgré eux. Et j'ai eu juste un moment, donc maman s'est cachée beaucoup, j'étais beaucoup plus attachée à papa. Parce que, bon, d'abord, c'était un homme, c'était un bel homme. Alors, lui, que les jeunes disaient qu'il était... Mais bon, il s'en fichait complètement. Il avait 60 ans, 65, 70 ans. Il restait un bel homme italien. Il venait me chercher à toutes mes sorties d'école. Ma maman, elle n'est jamais venue. Elle s'est toujours cachée parce que je pense aujourd'hui qu'elle avait honte. Qu'elle avait honte de cet handicap qu'elle avait. Parce qu'il était, comme je disais, moins intégré. Et moi, je me rappelle, oui, adolescente, quand elle a commencé un peu plus à sortir ou quand parfois elle n'avait pas vraiment le choix, elle sortait très peu, elle restait beaucoup à la maison. Après, elle aussi, elle a fait un travail plus tard, elle a commencé à sortir à l'âge de 65, 70 ans. Et les regards des personnes qui se retournaient quand j'avais maman sous le bras pour suivre notre chemin. Et là, j'avais un peu honte. J'avais honte d'être à ses côtés, oui. C'est stupide. Mais j'étais une adolescente, j'avais 15 ans et je me disais, oh là là, le garçon que j'aime bien de mon quartier, il me voit comme ci et comme ça, il ne va jamais me regarder parce que ma mère marche comme ça. Un sentiment humain, vouloir appartenir aussi au groupe, surtout à ces âges-là où on essaye de ressembler à ses pairs, PAIRS. Oui, je faisais pas partie, en tout cas, d'une famille normalement conçue. Je me rappelle aussi d'avoir tellement rêvé que la jambe de ma mère repoussait. Souvent, j'ai eu ce rêve-là, en me disant, elle peut pousser, et de rêver que j'avais une maman, que la jambe, pendant la nuit, avait poussé. Souvent, j'ai idéalisé une famille normale, parce que je voyais que, bien sûr, mes copines, mes copains, les parents étaient jeunes, ils jouaient au tennis, ils allaient ici, ils allaient là, où je les regardais, je les trouvais très jeunes avec leurs jeans. Ils comprenaient beaucoup plus peut-être aussi leurs enfants. Donc en plus, je suis née de deux parents avec des vies faites avant. Donc d'un coup,
J'ai grandi toute seule, donc j'ai souvent idéalisé aussi ça, cette famille, enfin, me réveiller et avoir en fait quelque chose de normal. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, je me le rappelle aujourd'hui que je suis une femme adulte. Je vous propose le deuxième mot qui va nous permettre de continuer de parler de tout ça, puisque c'est le mot mama. Mama. C'est avec Maman deux en M. italien. Ah, bah c'est avec deux M, on a oublié un M. Comme maman. Donc vous parlez de votre maman. Elle, comment a-t-elle perdu sa jambe? Ma maman était une très très belle femme quand elle était jeune, en tout cas dans ce que j'ai vu. Et ma maman était un mannequin. Elle habitait à Venise, elle posait pour les peintres, les grands peintres vénitiens. Mais c'était aussi quelqu'un qui aimait la vie à l'époque et je crois un peu rebelle, on va dire. Et en fait, elle conduisait une moto. C'était la femme qui fumait le cigare, qui conduisait les motos, qu'elle posait très belle pour les peintres. À l'époque, c'était les femmes avec des tailles de guêpes, voilà. À la Sofia Loren ou Lollo Brigida. Et en fait, elle a eu un accident de moto et c'est pas l'accident. C'est pas dans l'accident que malheureusement elle a perdu sa jambe, c'est pour une faute médicale. On l'a plâtrée sur la peau, directement sur la peau. Elle a fait une gangrène, ce qui a demandé l'amputation de sa jambe. Et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais accepté. Aujourd'hui, elle a 90 ans, elle est vers la fin de sa vie et elle continue à souffrir de ça et elle continue à me dire ça. Et j'essaie de lui dire que c'est pas grave, tout une vie est passé. Le passé, c'est l'unique chose qu'on ne peut pas refaire. Par contre, le présent, on peut le vivre réellement. Donc je m'en occupe beaucoup aujourd'hui, comme j'ai le temps, en dehors de mon travail et après ma propre famille, ou en même temps. Votre maman qui habite donc en Italie, hein, à Rome, où vous êtes née. Oui. Et j'essaye, mais en fait, ces dernières années, elle est vraiment en boucle sur ça, sur son handicap, tout ce qui lui a enlevé, sur... je sais pas, je n'ai pas son âge ni son parcours, mais voilà, au lieu de faire le point assez de bon à un certain moment de sa vie, maman a beaucoup de regrets, de rancunes et d'injustices qu'elle a subies, que je comprends, mais où je suis complètement impuissante à part la soutenir. Je la soutiens et j'essaie surtout de lui donner du bonheur autrement, de lui faire changer. Mais après, vous savez très bien, on peut pas être que l'autre personne. Il faut que l'autre personne accepte elle-même de pouvoir... Mais bon, à 90 ans, on ne peut pas demander à une personne de changer. C'est une douleur pour vous, cette non-acceptation de votre mère? Oui, parce que je voudrais la voir vraiment heureuse. Parce que ça a été toute sa vie une femme qui s'est énormément battue. Et que, pour moi, personnellement, a été vraiment un exemple. Un exemple de vie. Voilà, il y a eu plein de choses. Il y a eu une fille, en fait, quand elle perd sa jambe, apparemment, elle attendait un enfant et elle ne le savait pas. Et quand elle s'est détournée vers le père de sa fille et de ma sœur, avec qui je me suis rapprochée depuis quelques années,
Il lui a dit, mais tu crois pas que je vais rester avec une femme qui a une jambe en bois. Donc, ma mère a été, je m'imagine, c'était jeune, hein, elle a fait des bêtises de jeune, mais j'imagine cette femme, cette jeune fille à 18 ans qui doit se réveiller dans un lit d'hôpital avec les parents qui lui tapaient sur la tête, sans une jambe. C'est horrible se réveiller sans une partie de nous-mêmes. Enceinte, décidant de garder l'enfant et être rejetée aussi à cause du malheur qu'elle est en train de vivre. Il faut beaucoup de force pour remonter une épreuve pareille. Ma maman a été toujours une femme assez dure dans la vie. Hein. Je ne peux pas dire que c'était une maman câlin. Elle est le contraire de moi. Elle s'est adoucie maintenant, mais elle est le contraire de moi. Mais je peux comprendre, et elle a avancé, elle a construit toute seule, elle a gardé sa fille, elle a refait une vie. Ça a été une des premières femmes qui, comme elle était mannequin, a amené à l'époque L'Oréal en Italie. Elle a fait plusieurs salons de coiffure, donc ça a été une battante. Et voilà, je voudrais juste qu'aujourd'hui, elle se rende compte de tout ce qu'elle a construit et qu'elle soit fière d'elle. Hein. Et ok, sa jambe, malheureusement, malgré mes rêves, elle n'a pas repoussé. Mais que c'est finalement pas grave. Hein, et qu'elle a été une femme incroyable. Parce que beaucoup de femmes à sa place auraient sombré dans des dépressions ou autre chose. Elle a continué. Malgré tout, elle a eu cette fille. Elle a élevé seule cette fille. Elle a créé une belle entreprise. Elle a rencontré un jour mon père. Elle a refait sa vie. Donc pour moi, c'est une battante. Alors la voir aujourd'hui toujours pleurer sur tout ce qui lui a manqué, j'aimerais qu'elle soit fière d'elle et apaisée parce que bon, je lui souhaite vivre encore 100 ans, mais c'est là où on sait très bien que ce n'est pas possible. Mais j'aimerais qu'elle soit plus sereine parce que malgré tout ça, elle a fait beaucoup... Enfin, moi, en tout cas, c'est une Wonder Woman, c'est une grande femme. C'est un très bel hommage que vous venez de Vraiment. rendre à votre maman. Votre demi-sœur, vous dites que vous la revoyez. Oui. Elle a combien de plus que vous? Nous avons 18 ans d'écart. Donc au moment où vous êtes née, vous la... Je suis née, mais elle s'est mariée à 20 ans, donc voilà. J'ai très peu de souvenirs avec elle. Bon, après, elle a fait sa vie, elle travaillait et tout. Et c'est le troisième. Je suis un peu... voilà. J'ai un peu grandi comme une fille unique à la fin. Et vous êtes quel type de maman italienne? Moi, c'est horrible. je saute sur eux. J'ai mon premier qui a 32 ans, le deuxième bientôt 30 ans. Mon Giacomo, il vient d'avoir 25 ans. Je suis très attachée, je suis protectrice, je suis, comment on peut dire, j'ai fait des câlins comme s'ils avaient 6 ans, 3 ans, 1 an, je ne sais plus. C'est mes bébés à vie. Et vraiment, parfois, je me retiens parce que je me dis, oh, c'est des hommes, ils ont des femmes. Et en fait, moi, j'aime tout ce qui est... En plus, j'aime tout ce qui est contact vraiment physique avec les personnes. J'aime serrer les gens dans mes bras. J'aime... Contact charnel. Oui, très. Comme dans la cuisine, il faut toucher aussi. Oui, ça rejoint absolument ça. De terrien, de charnel. Ouais, c'est ça. Et vous avez un petit-fils, Vai. Oui. Donc, beaucoup d'hommes dans votre vie. Ah ouais, là... Beaucoup d'hommes. Je sais pas, il n'y a pas de filles, non. Pas du tout, non. Vous êtes au centre, la mère. On va dire ça. Eh oui. Allez, on passe au troisième mot, rapidement. Le mot excès. 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 Ok.
par rapport à moi. Est-ce que c'est un mot qui vous inspire, qui vous dit quelque chose, qui vous parle? Je suis quelqu'un qui n'a jamais de limites, qui ne se pose jamais des limites. Je peux être assez souvent dans l'excès, mais un excès très géré, dans le sens que tout ce que j'ai fait en excès est réfléchi et il ne doit pas aller contre des mauvais principes. Donc, excès, pour moi, excès, non, je ne vois pas vraiment. Excès de travail, excès, je ne sais pas. Vous avez des excès contrôlés. J'ai l'excès, oui, si l'excès c'est dépasser quelque chose, c'est ça vous voulez dire? Ça peut être un excès de nourriture, étant donné qu'on parle de cuisine. Le péché de gourmandise. Excès, ça peut être tout type d'excès. Je peux être dans l'excès, dans la conscience de l'excès. C'est-à-dire, l'excès n'est jamais égal à un déni. C'est-à-dire, tous les excès que j'ai pu ou j'ai fasse dans ma vie, je les connais. Mais quelque part, ils n'ont jamais été endommageants ou, on va dire, assumés. C'est ce que je disais, peut-être des excès contrôlés quand même, avec des limites, que vous maîtrisez. Oui. Ouais. Non, mais oui. Non, Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, oui, je suis en train de réfléchir. J'ai pas beaucoup. Après, sur le comportement, vous disiez que vous ressembliez à Victor, notamment, avec un côté plus Ah sanguin. oui, Il y a aussi des excès parfois de. Oui, mais ça, c'est un excès de personnalité. Je suis sanguine, italienne, mais enfin, les gens qui me connaissent, j'explose aussi bien. Aussitôt quelque chose ne me va pas, je peux hurler, faire vraiment un opéra dell'arte, mais ça redescend aussi vite. Les gens qui me connaissent, personne de mes proches s'est jamais vexé de cet excès, peut-être à un moment de colère, parce qu'ils savent très bien que je suis quelqu'un qui dit les choses, parfois justement avec excès, mais qu'à aucun moment ça va rester ancré, c'est dit, je l'ai dit, dans l'excès. Mais voilà, il y a jamais des conséquences, on va dire, de ma part, qui peuvent voilà, continuer dans l'excès, être un instant, en fait, je dirais même pas, quand j'ai fait ça, c'est même pas un excès, c'est plus une explosion. Alors, je mettrais explosion, je suis quelqu'un d'explosif, plus que d'excès. Explosion plutôt qu'excès. Allez, quatrième et dernier mot, Loana, c'est le mot foi. Oui. Et oui, nous sommes sur KTO, lumière intérieure. Oui. Je suis italienne, romaine. J'ai fait très vite, j'étais confrontée à la foi. J'étais dans un collège des filles catholiques chez les Bonnes Sœurs. Je me rappelle, on faisait la prière avant de rentrer, on faisait la prière en sortant. Beaucoup de fois chez ma mère, pas chez mon père, mais beaucoup de fois chez ma maman. Moi, j'ai vécu, en fait, la religion, on va dire, comme tous ceux qui, quelque part, quand on est enfant, on ne peut pas dire un enfant entre, j'ai commencé à 3 ans, je suis sortie à 14 ans. Un enfant entre 3 et 10 ans, on ne peut pas dire qu'il a la foi. On peut dire qu'on lui impose une certaine religion ou façon de vivre une foi, mais il ne peut pas lui-même avoir réellement une foi. Par contre, aujourd'hui, avec le temps, de plus en plus, je suis allée vers la foi qui m'a très souvent aidée. Même si je ne suis pas quelqu'un qui va tous les dimanches à l'église, j'ai prié énormément à n'importe quel moment de ma journée.
Et je crois, j'ai cette foi qu'on m'écoute. Qu'on m'écoute et que quand j'ai des moments durs à vivre, parce que c'est une réalité, parce que très souvent les gens pensent, on voit que les paillettes, non? Et en fait, la vie n'épargne personne de rien. On est tous égaux, pardon. Devant la vie, on est tous pareils, on a tous nos épreuves, belles, moins belles, dures, très très dures. Et moi j'ai pris le matin, je demande vraiment, j'ai pris même dans ma voiture. La prière est quelque chose on me la faisait faire, je la faisais de façon mécanique presque. Et en fait aujourd'hui j'ai pris de façon différente. J'ai pris pas seulement pour demander, j'ai pris la plupart du temps, pas pour demander, je t'en prie, fais que ça arrive, je t'en prie, épargne-moi de ça. Non, le plus souvent quand j'ai pris vraiment pour que je sois bonne et gentille. Ma plus grosse prière, au fait, je prie beaucoup la Madone. Et je lui demande très souvent ça. Je t'en prie, ne fais pas que dans cette journée, ma première prière le matin en tout cas, je t'en prie, fais que dans cette journée, je sois quelqu'un de bien, que je ne fasse du mal à personne. Voilà, c'est mon souhait, hein, c'est ma prière à moi. Je suis quelqu'un qui voudrait vraiment, alors on ne peut pas toujours y réussir parce qu'après il y a la foi et la prière et ce qu'on est, hein. Mais ce que je demande dans ma foi le plus, c'est ça, c'est fait que je ne blesse personne, fait que je sois une personne meilleure, fait que je ne fasse pas de mal avec des mots, avec des attitudes, même s'il y a des moments où je dois répondre à quelque chose et me défendre de quelque chose, je demande toujours que je puisse être aidée à ne pas faire du mal. Peut-être parce que finalement j'ai pas mal subi de mal et je ne veux pas que les gens puissent souffrir à cause de moi. Des prières que vous prononcez, que vous envoyez à la Sainte Vierge, donc tous les matins, c'est Je démarre tous les matins. Quotidienne. Oui. Et le soir? Pas forcément, mais 2-3 fois dans la journée. Je fais aussi appel ou je fais une petite prière. Ouais. Avant, j'avais tout un rituel de prière que ma mère faisait. Elle me faisait réciter tous les soirs un carnet de prières en latin. Mais malheureusement, maintenant, je déforme un peu ce latin. Il ne faut pas qu'on m'en veuille, mais... donc, parfois, je les fais. C'est des prières mélangées pour ceux qui ne sont plus là, pour ceux qui sont là, pour les péchés qu'on fait, mais des prières très établies, très rétablies, c'est-à-dire très faites. Alors, mais pour moi, la foi, elle va en dehors de ça. C'est vraiment un dialogue. Et j'essaye plutôt, j'ai fait mes quelques prières, au lieu d'en faire les 10, 15, j'en fais peut-être 2, 3, parfois une. Hein. Mais c'est en fait un dialogue que j'ai et où je parle. Voilà, où je parle et je pense moi en tout cas, je suis sûre qu'on m'écoute après. Vous dire que les choses se règlent, non, je n'ai pas la certitude, mais j'ai besoin de ça pour avancer. Et de toute façon, voilà, c'est mon choix et je l'ai. Vous priez aussi des anges gardiens ou votre père? Oui, beaucoup. Beaucoup. Et vous avez le sentiment d'être entendu? Qu'ils vous répondent?
Je Votre sais ange pas. gardien, c'est d'ailleurs votre papa? Il y en a plusieurs. Il y a des personnes, j'ai pris mon papa, j'ai pris aussi un ami que j'avais connu par mon mari ici en France, qui était beaucoup plus âgé que mon mari et qu'il a été très important pour moi parce que j'arrivais à 19 ans, il avait à l'époque déjà une soixantaine d'années et donc il m'a beaucoup aidé, intégré. C'était pas facile non plus, j'arrivais dans une grande famille, une italienne, hein, donc il m'a beaucoup aidé. J'ai pris beaucoup lui parce il m'a beaucoup aimé. Donc j'ai pris les personnes, en fait, papa en premier, mais les personnes qui m'ont réellement aimé et que je sais que peut-être de là-haut ils m'entendent. Et j'ai pris aussi ma meilleure amie que j'ai perdue et dont j'ai récupéré sa fille, qu'elle a passé après son décès 2 ans chez moi et que je considère comme une fille. Donc parfois, je ne dis pas tout, mais je n'ai pas que 3, mais j'ai 4 enfants en fait. Bon, on arrive à la fin de cette expérience, entre guillemets. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. Avec plaisir. À tout de suite, Luana. Merci. Alors Luana, je suis de nouveau en face de vous. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience J'avais l'impression d'être chez le psy? C'est ce que vous oui, me c'est disiez ça. avant que ça se rallume. Vous connaissez les psys? J'ai dû y aller 1 ou 2 fois, mais je ne suis pas très psy en fait, hein. J'ai du mal à intégrer le fait qu'un être humain avec la même tête que moi puisse résoudre mes problèmes sans que moi je puisse pas le faire. Mais c'est faux, il faut y aller. C'est pas un bon message. Quand on a besoin, il faut parfois se faire aider et être écouté. Mais non, c'était bouleversant parce que j'ai revécu des étapes de ma vie que je n'ai pas l'habitude en général de parler. D'ailleurs, je pense qu'ici, c'est la première fois où je me délivre réellement. Et donc, c'était bouleversant, mais je ne suis pas agréable. C'est vrai que vous avez... je vous remercie de ce partage d'événements, d'épreuves de votre enfance, notamment l'histoire bouleversante de votre maman, de votre père. Le mot qui vous a le plus marqué, c'est peut-être le mot discrimination, ou c'en est peut-être un autre? Oui, non, discrimination. Il y avait excès, foi et mama, sans M. Oui. Enfin, il manquait un M. Voilà, Il en faut c'est pas 2. grave. Ça aurait pu être mama aussi, j'imagine. C'est pas grave. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de justice dans la vie? Parce que beaucoup d'épreuves étant jeune, et peut-être plus de joie par la suite, avec une belle famille unie, des fils. Je ne sais pas si on peut appeler ça justice ou pas justice dans la vie, parce que je vois des choses tellement injustes quand ça touche, par exemple, des jeunes enfants. J'ai une amie qui a perdu son fils, qui était jeune. C'est tellement injuste. Donc, je ne sais pas si la vie a vraiment cette règle de justice ou pas. Et la justice divine. Je pense que voilà, que si on revient à la foi nous aide. La foi nous aide à surmonter et ça nous fait dire que... Alors, oui, c'est dur, mais si on a ça en plus, c'est un aide et ça nous fait dire que peut-être si c'est nous, c'est parce qu'on a été choisi, parce qu'on pouvait surmonter cette épreuve-là. Donc, je pense qu'il y a ça. Plus qu'injustice, il y a injustice. Oui, c'est ce que dit aussi le catholicisme Voilà. sur les épreuves. Oui, je pense que c'est ça. On a parlé aussi de la prière, de votre foi. On a moins parlé de la finitude. Je finis souvent cette émission par cette finitude, l'au-delà. Est-ce que ce sont la mort? Vous y pensez? Vous y pensez pas du tout? Vous l'imaginez?
Vous l'appréhendez? La mort, si, j'y pense. J'y pense assez souvent parce que justement, si on revient à ma vie, et née d'un papa âgé, j'étais confrontée à la perte des tantes, des proches assez vite. Assez jeune, oui. Donc j'ai connu la mort assez vite. Elle ne me fait pas peur, comme tout le monde doit vous dire. Elle me fait du chagrin pour mes enfants, pour les personnes qui restent. Moi, non. Je suis partagée. Je crois qu'il y a quelque chose après la mort, mais je ne suis pas toujours sûre. Donc, mais je suis très fortement en train de penser. Enfin, dans moi, je pense qu'après la mort, c'est pas possible et ça s'arrête, qu'il y ait quelque chose d'autre, hein. Que ce soit là-bas ou que ce soit ici qu'on a laissé. Peu importe, c'est quelque chose qu'on a laissé. C'est pour ça, je vous disais, quand j'ai pris, c'est pour être une meilleure personne, pas me laisser. Parce que si c'est pas là-bas et c'est ici, j'aimerais laisser une image belle de moi. Merci beaucoup. On Merci à vous. Sur ces derniers mots. Merci beaucoup, Louana Belmondo. Je rappelle le titre de votre livre. Ma cuisine simple et bon marché, c'est un peu plus léger, on finit avec voilà. cette note de légèreté, même dans la cuisine, même dans l'assiette. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur kteotv.com. Vous connaissez l'adresse. Je vous souhaite une très belle semaine. Encore merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.